dimanche 21 juin 2020. Mesdames et messieurs, je suis très heureuse de vous retrouver sur Cherif La Télévision pour vous informer. Bonsoir, bienvenue dans cette édition. Lancement des activités de la 3e convention nationale au titre de l'exercice 2020 du bureau exécutif de l'ADN Mali ce samedi 20 juin. La cérémonie qui était placée sous la haute présidence du guide spirituel des Ansar, représenté par son fils Assid Chérif Ahmed Tidjani Aïdara, a enregistré la présence des représentants des 46 sections de l'ADN Mali ainsi que les responsables du bureau exécutif. Fatoumata Kane, Baba Keïta avec la voix de Al-Amidou Badini. D'entrée de jeu, après la lecture du Saint-Coran, le président de l'ADN Mali a tout d'abord adressé aux militants un message de sensibilisation sur l'existence de la maladie à coronavirus au Mali, tout en les exhortant au strict respect des mesures barrières, souhait du guide spirituel des Ansar. En dépit de la crise sanitaire que traverse le Mali, les militants ont massivement répondu à cet appel afin de témoigner de leur engagement à soutenir les idéaux du guide spirituel Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Cette rencontre, comme d'habitude, c'est à chaque trimestre qu'on se rencontre ici à Bamako pour parler vraiment de la vie de l'association. Donc c'est vraiment à cette occasion aussi qu'on s'est retrouvé aussi vraiment aujourd'hui encore pour la même cause. En même mot, parler de l'association, l'avenir même, vraiment comment on peut faire avancer l'association dans les jours à venir. Vraiment bonne, très bonne, vraiment très bonne. C'est pour vous dire que vraiment, nous sommes très contents pour ce genre de rencontres. Parce que vraiment, si on parle de l'Ansardine aujourd'hui, c'est à cause de ça. Les rencontres, on fait ça chaque fois. C'est la raison pour laquelle l'association Ansardine est devant toutes les associations du Mali, même dans le monde entier, vraiment par rapport à leurs assises. Vraiment. Le conseil que j'ai vraiment à l'endroit des militants, c'est vraiment de serrer encore la ceinture. Vraiment, parce qu'en tant que nous sommes en vie, on est obligé de faire ça. C'est nous-mêmes que nous avons pris vraiment l'engagement d'aider les guides vraiment pour le développement de l'islam. Donc, nuit et jour, on est là pour ça, Inch'Allah, on le ferait. On est prêt vraiment à aider les guides, vraiment, nuit et jour, Inch'Allah. Bon, ce que j'ai constaté, c'est les mesures d'hygiène qu'ils ont pris maintenant avec les masques et puis le lavage des mains, comme adresse l'eau hydroalcoolique. Ce qu'il faut augmenter pour le développement de l'association Ansardine, c'est de suivre toujours le guide sur ses pas, sur ses dits, et puis prendre en main donc, tous ces conseils. Évidemment, ça révèle une importance pour nous parce que ça résume les 3 mois de travail qu'on a fait dans les différentes sections. Donc maintenant, c'est ce compte rendu qu'on vient faire ici. Le mot de la fin, donc maintenant, ça c'est de respecter les mesures d'hygiène. Donc maintenant, de suivre toujours le guide sur ses pas, sur ses dits. Cette traditionnelle assise des Ansar a pour objectif d'examiner les activités des 3 derniers mois et d'explorer les perspectives et s'enquérir mutuellement de la situation sociale des uns et des autres. Une réflexion est menée également sur l'état d'évolution de l'association avec des propositions à l'appui. Nous avons fait le compte rendu de les travaux qu'on a fait à partir de la convention passée à nos jours. Donc on a fait ces comptes rendus et ensuite on va donner la parole à tous les délégués de nous donner leurs nouvelles. Donc je sais que nos travaux n'ont pas été arrêtés, mais quand même il y a eu vraiment un ralentissement dans les travaux. Sinon, en ce qui concerne les événements, tous les événements ont été faits, même si on a fait de manière, on a un peu allégé, mais on a tout fait, à savoir l'anniversaire du guide, la tour cadre, et ainsi de suite. L'anniversaire de Hassan et Hussein, donc on a tout célébré, mais conformément à cette période de pandémie.
6 points étaient essentiellement inscrits à l'ordre du jour de cette 3e convention nationale de l'ADN Mali. Les responsables ont par ailleurs exigé le port de masque à cette occasion et le respect de la distanciation sociale édictée par les autorités sanitaires du pays afin de freiner la propagation de la Covid-19. Rappelons que l'événement était placé sous la haute présidence du guide spirituel des Ansar, représenté par son fils, Saïd Cherif Ahmed Tidjan Aïdara. Les personnes déplacées du centre du Mali, campées à Djatoula, sont désormais dotées de kits de lavage des mains grâce à la JICAD avec l'appui financier de l'ONG Aide à l'Église norvégienne. La cérémonie de don a eu lieu sur le site des personnes déplacées sises à Djatoula. Suivons. Un geste qui a contribué à donner le sourire à nos compatriotes déplacés du centre. Protéger cette partie de la population vulnérable contre le coronavirus, c'est l'objectif de la JICAD en réalisant ce projet. Le don de ce soir, c'est vraiment de distribuer des kits individualisés aux déplacés de chez nous. Et pourquoi? Parce que nous avons vu que quand on dote les familles des kits, c'est-à-dire chaque ménage, on voit que l'utilisation devient beaucoup plus idoine et que l'utilisation est beaucoup plus facile. Et l'autre chose, c'est que nous avons vu qu'il est important de dire aux gens de se laver les mains, mais aussi il est important qu'ils aient accès à l'eau. Donc c'est ce qui nous a amené cette fois-ci à associer à cette activité le ravitaillement en eau. Donc pendant 2 mois, les citernes vont passer dans les sites des déplacés, que ce soit les sites qui est à Senou ici, à Faladie, à Zantivilla, à Niamana, pour doter quand même les déplacés de l'eau potable. La finalité de tout ça, c'est vraiment de lutter contre la pandémie coronavirus, donc aider les déplacés à mieux prévenir cette maladie, à se protéger et surtout à protéger leurs enfants parce que c'est des couches vulnérables, c'est des couches, on peut dire, marginalisées, qui sont un peu à l'écart, donc il est important qu'ils soient associés, qu'ils soient inclus dans nos stratégies et dans nos actions. Aujourd'hui, avec la survenue de la pandémie, JICAD nous a soumis un projet pour faire face un peu à cette pandémie, notamment sur les sites des déplacés. Ce sont des sites qui sont très souvent omis et qui sont oubliés. Donc c'est un projet qui a été attrayant et on a pensé que JICAD, dans sa proactivité et son sérieux, on a pensé qu'on devait les accompagner. Dans ce site, c'est 215 kits qui ont été distribués. Heureux de recevoir ces kits, les bénéficiaires ont exprimé leur joie en remerciant la JICAD pour ce geste. On était très contente, vraiment, parce qu'avec ça, là, on va laver les mains, les enfants vont laver les mains. Et vraiment, on nous remercie beaucoup pour les kits. Et on demande aussi le certificat qui fait beaucoup de bénédictions pour que la paix vienne dans notre pays, pour que nous, on rentre chez nous. Un remerciement très chaleureux à l'endroit de la JICAD et de l'AEN, l'aide à l'Église norvégienne, pour tous les efforts qu'ils sont en train de fournir depuis le départ pour nous permettre de prévenir et de lutter contre la pandémie du siècle, à savoir le Covid-19. 200 familles dont chacune est composée d'au moins 5 à 6 personnes. Donc imaginez le nombre de personnes qui vivent là. Et c'est d'utilité publique que de pouvoir prévenir cette maladie à l'intérieur d'un site où les gens cohabitent, où les gens vivent un peu à l'étroit. Nous demandons à tout le monde, et surtout à l'État, de faire en sorte que ces populations-là nous aident à retrouver le sourire, et que l'État nous aide à les aider à retourner chez eux. Parce que ça, c'est une de leurs préoccupations principales. Le principal problème aujourd'hui auquel nous sommes confrontés, c'est le problème d'eau et le problème de médicaments. En plus des kits, les déplacés s'approvisionneront en eau potable pendant 2 mois avec une citerne mise à leur disposition. Les villages de Tintiba et Séguélenji, tous de la commune rurale de Gounfa, dans le cercle de Bafoulabé, ont tous été victimes d'un grand incendie survenu la nuit du dimanche au lundi 14 juin dernier. Provoqué par une tornade, l'incendie a causé des dégâts matériels inestimables et des pertes en vies humaines. Plus de détails avec Samaïra Sanogo et Noumkone. À l'image de plusieurs localités du cercle de la cité légionnaire de Mali Sadio, les villages de Tintimba et Sékélenji dans la commune rurale de Gounfa n'ont pas échappé à la catastrophe naturelle avec ses conséquences désastreuses. Survenu le soir du dimanche 14 juin 2020. Ça a ravagé presque 8 familles ici. 8 familles, pas tous les villages, 8 familles. Bon, quand les faits déclarés, hommes et femmes, nous sommes tous sortis
pour essayer d'éteindre les feux, mais malheureusement ça n'a pas pu marcher. L'eau n'a pas pu éteindre les feux. On a tout fait, l'eau n'a pas pu éteindre les feux. Le tableau qu'affiche ce drame est très sombre car l'incendie n'a malheureusement laissé aucune chance aux victimes de pouvoir récupérer un seul de leurs biens. Tout a été brûlé. Vivres, habitation, bétail, objets précieux et argent. Il a brûlé des motos, d'ânes, des chèvres, de nourriture, d'habits, d'argent et beaucoup de choses, ainsi de suite. Donc nous demandons l'autorité de nous défendre parce que nous sommes presque l'hivernage. Les travaux des champs viennent de commencer, donc on leur demande de nous aider. Toujours dans la commune rurale de Gonfa, le village de Sekelenji a durement été touché par l'incendie. Au-delà des dégâts matériels inestimables, le village enregistre un cas de perte en vie humaine. Il s'agit d'un enfant de 3 ans environ. Il y avait une perte en vie humaine. Un garçon de 3 ans est décédé. Le feu a brûlé, comme par exemple les pains, le mil, l'arachide, le maïs et beaucoup d'autres plus. Attristé par les circonstances qui ont presque eu lieu dans les 2 rives du cercle de Bafoullabé, le préfet a tout d'abord exprimé sa solidarité aux victimes avant de les rassurer de l'accompagnement de l'État. Il a tout de même saisi l'occasion pour en appeler à l'esprit solidaire des personnes de bonne volonté. Dans la commune de Gonfa, Tintiba a connu sa misère aussi, parce qu'il y a eu un incendie à leur niveau et rien n'est sorti là-bas aussi. Et à Sekelenji, dans la même commune de Gonfa, il y a un garçon de 3 ans donc aussi qui a perdu l'âme. Jusque-là, les informations ne me sont pas parvenues pour nous expliquer un peu les circonstances de sa mort, mais c'est à la suite quand même de ces vents violents et les feux qui ont suivi. Dans la même commune de Gonfa, il y a un autre hameau, je crois bien, Farsoumato, qui a fait l'objet d'attaques de ces vents violents. Là aussi, ça emporte les toitures. Quand ça enlève, là, vous êtes obligé de reprendre, en tout cas de réhabiliter votre habitation. Je crois que les populations peuvent nous faire confiance dans ce sens, parce que déjà, la première des choses qui est l'information. Parce qu'une population qui n'a pas d'information est une population qui existe, mais qui ne vit pas. Ça n'engage que moi. Mais je sais ce que j'ai dit. Alors, l'information déjà a été donnée à qui de droit, et je suis certain que l'État, à travers ses démembrements, à travers ses partenaires, vont se mobiliser. Si 8 familles et tous leurs contenus sont entièrement incendiés, y compris les bétails et vivres à Tintimba, 2 familles complètement brûlées et un enfant de 3 ans ayant perdu la vie sont les résultats de la catastrophe à Sekelenji. Les initiateurs du mouvement du peuple pour la République et la démocratie, MPDR, ont animé un point de presse ce samedi 20 juin à leur siège 6 à Sotuba. Objectif, informer les hommes des médias sur la création de leur mouvement d'une part et d'autre part, expliquer les principes du mouvement qui sont entre autres, renforcer les capacités de la population malienne, notamment des jeunes et des femmes sur la gouvernance, la démocratie, l'état de droit et la justice sociale, renforcer la conscience citoyenne, civile et patriotique des populations en général, des jeunes et des femmes en particulier. Écoutons l'initiateur du doux mouvement au micro de Mamadou Ben Chérif Soumano et Sirou Niari. Je pense que le mouvement MPDR, qui est le mouvement du peuple debout pour la démocratie, pour la République et la démocratie, est un processus qui a démarré depuis janvier dernier. Nous avons initié ce mouvement pour beaucoup de choses. Nous avons prévenu des choses qui sont actuellement en cours parce que les consultations ont pris beaucoup de temps, mais nous savions quand même que le pays a besoin d'un cadre sociopolitique animé par les jeunes et les femmes surtout, qui sont les couches les plus majoritaires, mais les plus utilisées par l'ensemble des autres couches.
Vous conviendrez avec moi aujourd'hui que le pays traverse beaucoup de difficultés. À l'heure où je vous parle, une profonde crise socio-politique s'installe. Et vous conviendrez avec moi que c'est les autres couches aujourd'hui qui tirent les politiques sur les questions politiques. Ça veut dire que quand on regarde cet état de fait, les choses vont dans l'inverse, je veux dire. Donc c'est pourquoi nous avons voulu ce mouvement pour vraiment encadrer politiquement les jeunes qui sont utilisés par toutes ces couches. Vous verrez un seul acteur au Mali où il est non seulement religieux, il est acteur de la société civile, mais il est aussi acteur politique. Alors quand vous regardez la citoyenneté active, maintenant il y a même les syndicats. Donc vous verrez un seul homme est non seulement syndicat, il est responsable religieux, il est responsable de la société civile, il est aussi responsable politique. Alors que la citoyenneté active résume ces quatre volets et chacun est libre selon sa conviction pour servir la nation de choisir le domaine dans lequel il veut exercer et il veut contribuer. Mais aujourd'hui, le clientélisme a fait que les gens vont dans tous les sens en espérant qu'ils auront leur chance sur un domaine ou un autre. Et cela se fait non seulement au détriment de l'état de droit, cela se fait au détriment de la forme républicaine du pays, mais au plus grand détriment de la couche la plus majoritaire qui est la jeunesse. Et dans cette couche, je pense que la couche féminine est encore la plus importante. C'est pourquoi nous avons voulu, après tant d'années dans les mouvements associatifs jeunes, après tant d'années dans les mouvements de volontariat, nous avons compris que quel qu'en soit notre engagement citoyen et volontaire, les décisions qui concernent la vie de notre nation sont toujours des décisions politiques. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas de repères politiques, nous ne pouvons pas nous aventurer dans un avenir politique, nous ne pouvons pas aujourd'hui faire confiance à cette classe politique pour aller dans un militantisme politique. C'est pourquoi nous avons créé un mouvement politico-social qui va non seulement nous permettre d'encadrer politiquement cette couche qui est la plus majoritaire, mais aussi d'être sur les fonds baptismaux au niveau quand même de ce que nous allons appeler les questions d'intérêt national. Donc à ce niveau, aujourd'hui le débat il est national. L'institution habilitée pour faire ce débat national est l'institution qui est aujourd'hui décriée de par sa légitimité, de par beaucoup d'irrégularités. Le débat se fera où? Dans les rues. Et un débat de rue, personne n'a le contrôle de ce débat-là. C'est pourquoi il est très urgent que nous puissions aller à la stabilisation des institutions, mais de façon très légitime, à travers un consensus politique national pour que nous puissions mettre le pays sur les rails du développement, sur les rails de l'état de droit et sur les rails d'un pays républicain que nous avons toujours aspiré dans notre pays. Moussa Fomba nous fait le point de l'actualité hors de nos frontières. C'est tout de suite en bref et en images. L'ex-président ivoirien Henri Konan Bédié, 86 ans, a annoncé ce samedi 20 juin qu'il serait candidat à l'investiture de son parti pour l'élection présidentielle du 31 octobre. L'un des principaux responsables du parti, Jean-Louis Billon, qui était présenté comme un candidat possible, a annoncé son retrait en faveur de Henri Konan Bédié. Le PDCI désignera son candidat à la présidentielle prévue le 31 octobre lors d'une convention éclatée pour cause de coronavirus les 25 et 26 juillet. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 31 juillet. Avec Henri Konan Bédié dans la course, les chances à que les challengers se multiplient sont minces. Pour sa part, le Front populaire ivoirien FPI n'a pas encore fait connaître sa position pour la présidentielle. Mais le FPI pro-Gbagbo a créé avec le PDCI une plateforme de collaboration en vue de l'élection d'octobre. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a prévenu samedi 20 juin que toute avancée des forces du gouvernement d'union nationale soutenue par Ankara vers la ville stratégique de Sirte en Libye pourrait mener à une intervention directe du Caire. Ville natale de l'ex-dirigeant Mohamed Kadhafi, Sirte
ainsi qu'Al-Joufra, plus au sud, représente une ligne rouge, a averti le président Sisi lors d'un discours retransmis à la télévision. Si cette ligne est franchie, la sécurité de l'Égypte, qui partage une frontière poreuse avec la Libye, nécessitera une intervention directe des forces égyptiennes dans le pays, a-t-il déclaré. Les militaires égyptiens craignent qu'en cas de débordement des forces du maréchal Haftar, c'est vers l'Égypte que se dirigeront les milices islamistes libyennes et les terroristes transférés de Syrie par la Turquie. Le président turc Recep Tayyip Erdogan est l'ennemi juré du chef de l'État égyptien. En République démocratique du Congo, Vital Kamerhe, président de l'UNC, l'Union pour la nation congolaise, a compté plus de 86 000 électeurs à Bukavu lors des élections de décembre 2018. Sa condamnation a provoqué de vives tensions dans son fief électoral au sud Kivu. Place Moulamba, devant le bureau de l'UNC, quelques minutes après le procès dit des 100 jours, des jeunes militants et sympathisants ont organisé une manifestation qui a été immédiatement dispersée par la police. Plusieurs activités ont été paralysées place Moulamba et dans le marché des Kadutu, où plusieurs dépôts et magasins ont dû fermer suite à l'agitation. Bien qu'il ne soit pas membre de l'UNC, Marc Yoshua, 36 ans, déplore ce jugement. Il espère que le salut de Kamerhe viendra peut-être à des instances internationales. Pour le président de la jeunesse de l'UNC Bukavu, Fidel Mogishu, ce procès des maisons préfabriquées ne devrait aboutir qu'à un jugement préfabriqué. Comme les avocats de Vital Kamerhe ont promis d'aller en appel, il espère que peut-être la cour d'appel fera la différence. Le Malawi vote mardi pour une répétition de la présidentielle de mai 2019 annulée par la justice pour cause de fraude massive. L'ancien pasteur évangélique Lazarus Chakwera, 65 ans, dirigeant du parti du Congrès du Malawi, est convaincu que son heure est arrivée, d'autant plus qu'il s'est assuré le soutien du vice-président Saulo Chilima, qui a claqué la porte du camp présidentiel. Depuis le début de l'ère de la démocratie, son mouvement a systématiquement perdu tous les scrutins nationaux, fait remarquer l'AFP. Toujours est-il que Peter Mutharika, le président sortant et leader du Parti démocratique progressiste, n'a pas dit son dernier mot. Son premier quinquennat à la tête du pays a également été terni par des pénuries de nourriture et d'électricité, une dette croissante et une croissance économique en net ralentissement. Toujours est-il que l'annulation pour fraude de l'élection présidentielle de 2019 au Malawi a plongé le pays dans une crise politique marquée par des manifestations souvent émaillées de violence. La ville allemande de Stuttgart a été le théâtre d'affrontements inhabituels durant la nuit du samedi 20 au dimanche 21 juin. Les raisons de ces débordements, durant lesquels des centaines de jeunes ont affronté la police, restent floues. C'est aux alentours de minuit, dans la nuit du samedi au dimanche 21 juin, lors d'un contrôle de police, que la situation a dérapé à Stuttgart, en Allemagne. Les forces de l'ordre auraient vérifié l'identité d'une personne faisant apparemment usage de stupéfiants au bord d'un petit lac, non loin du centre-ville, où de nombreux jeunes faisaient la fête. La situation s'est alors envenimée et a tourné à l'affrontement. Une douzaine de groupes se seraient formés, 500 personnes au total se seraient dispersées dans le centre-ville, affrontant les policiers et lançant des pierres et des chaises sur des vitrines de magasins. De l'aveu même de la police, la situation a été hors de contrôle durant un certain moment et il aura fallu le renfort de 200 policiers pour parvenir à calmer la situation vers 3 heures du matin. Aux États-Unis, un juge fédéral vient de rejeter la demande de l'administration Trump de bloquer la parution du livre de John Bolton. L'ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche pourra donc sortir son livre la semaine prochaine comme prévu, avec toutes les révélations explosives qu'il contient. Le juge a tout de même estimé que l'ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump n'avait pas respecté la procédure de sécurité dans la parution de ce genre de mémoire pouvant contenir des détails classés secret défense. Mais le président, malgré le rejet de sa demande, y voit une victoire. Sur Twitter, il estime que l'avis du juge sur le fait que John Bolton n'a pas respecté les règles le confirme dans sa position. Dans les extraits publiés cette semaine, John Bolton décrit la gestion chaotique de la diplomatie et accuse notamment Donald Trump d'être prêt à tout pour assurer sa réélection en novembre prochain, y compris à demander l'aide de la Chine. Voilà donc, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif La Télévision. Bon début de semaine à tous. Bonsoir.